Bonjour à tous, on est mardi et c'est cours de latin. Comme je vous l'avais promis, on commence une nouvelle séquence, donc je vous demanderai de faire une page de garde pour cette nouvelle séquence, séquence 4, à table avec les Romains. On va s'intéresser à tout ce qui tourne autour de la nourriture des Romains dans cette séquence. Et nous allons commencer aujourd'hui par une première séance, on va commencer par la théorie et la semaine prochaine, vous allez voir, on va faire la pratique, enfin vous allez faire la pratique. Première séance pour aujourd'hui, séquence 4, séance 1, les repas des Romains. Vous prenez une feuille et vous allez prendre des notes. Bien sûr, je vais aller assez vite, c'est pas comme en cours, donc vous pourrez mettre en pause la vidéo pour pouvoir prendre des notes au fur et à mesure. Alors, on va commencer par une petite introduction. Alors, on va évoquer dans la séquence tout un tas de repas somptueux, de choses exceptionnelles, mais avant toute chose, il faut bien avoir à l'esprit que la plupart des Romains mangent essentiellement du pain, et pour certains même, ils ne mangent que du pain. Donc le pain, c'est vraiment l'élément de la nourriture essentielle de base pour les Romains. En latin, comme vous le voyez à l'écran, ça se dit panis is masculin, c'est un mot de la troisième déclinaison. Panis, le pain, ça a donné pane en italien, ou pao en portugais. Donc le pain, c'est un élément essentiel, au point qu'il y a une célèbre phrase que vous avez peut-être déjà entendue, panem et circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux. Ça veut dire quoi? C'est un proverbe qui dit que pour que le peuple se tienne tranquille, il faut absolument qu'il ait du pain, c'est-à-dire de quoi se nourrir, et des jeux. Donc c'est un enjeu extrêmement important dans l'Antiquité de faire en sorte que les pauvres, notamment, puissent au moins se payer du pain. Et donc il y a toute une organisation pour garantir faire en sorte qu'il y ait toujours du blé pour que les pauvres aient toujours de quoi se nourrir. Ça c'est très important dans la société romaine, parce que si le peuple n'a plus de quoi se nourrir au moins de pain, eh bien il se révolte. Alors bien sûr, ce pain, il en existe différentes qualités, un petit peu comme aujourd'hui en fait. Quand vous allez à la boulangerie, vous avez des pains peu chers, des pains très chers, et tout ça dépend de la qualité de la farine que vous mettez dedans, évidemment. Si vous regardez les images qui s'affichent à votre écran, vous avez une image tout à droite qui doit vous rappeler quelque chose pour ceux qui sont venus au voyage. Ce que vous voyez ici, ce sont des meules à grains dans une boulangerie à Pompéi. On a vu la même chose, nous, à Ostie, si vous vous souvenez bien. Donc la meule à grains, vous la voyez, elle est ici, et vous avez le détail de son fonctionnement à gauche sur l'image. On chargeait le grain par-dessus, et la partie supérieure tournait, et la partie inférieure restait fixe. Le grain restait coincé entre les deux, et bien sûr, il était écrasé par la meule, et on récupérait en dessous le grain broyé, la farine, bien sûr, et aussi souvent des petits morceaux de cailloux ou de pierre ou de sable qui pouvaient se retrouver bien sûr à cause du frottement des deux supports en pierre. Bien sûr, pour faire tourner ces meules, il faut imaginer des animaux, des ânes, des bœufs, pour faire tourner ces meules tout le temps, pour avoir de la farine, pour pouvoir faire du pain. Et bien sûr, ensuite, c'est une histoire de tamis. On prend toute cette farine, si on la prend telle qu'elle et qu'on fait du pain, on va avoir un pain qui va être d'une qualité moyenne, parce qu'il y aura un peu de tout, il y aura l'écosse du blé, il y aura la farine, et puis il y aura les petits bouts de pierre, je vous ai dit. Donc ça sera le pain pour le moins cher, pour les plus pauvres. Si on le tamise un petit peu, et qu'on enlève notamment les pierres, il restera l'écosse, et puis le blé, ça fera un pain d'une meilleure qualité. Et si on le tamise extrêmement bien, et qu'on ne garde que la farine, à ce moment-là, on se retrouve avec une farine très pure, un pain très blanc, avec une excellente qualité. Et ça, bien sûr, c'était le pain des plus riches. Donc, ayez bien à l'esprit que la plupart des Romains ne mangent que ça, du pain, essentiellement du pain, et que c'est très important dans la nourriture des Romains. Donc, tout ce qu'on va dire par la suite pour la nourriture, ça ne concernera pas les pauvres, ça ne concernera que les riches. Quand les gens les plus pauvres ont les moyens de se payer un petit peu mieux que du pain, ils vont se rendre dans les popina ou dans les tabernas. Ce sont donc des sortes de bars, de snacks, où on pouvait prendre des repas d'une qualité un peu meilleure, alors des soupes, un peu de charcuterie, des choses un peu bouillies, en général très assaisonnées avec beaucoup d'épices, parce que la qualité des aliments dans ce genre de popina ou de taberna n'est pas vraiment d'une grande qualité, donc on met beaucoup d'épices pour faire passer le goût un peu faisandé de la nourriture. Dites-vous bien que pour les Romains les plus pauvres, c'est pain et dans le meilleur des cas, ce genre de nourriture. Et tout ce qu'on va dire maintenant, à partir du grand 1 qu'on va faire juste après, ça concerne les Romains qui sont aisés, les Romains qui sont les plus riches. J'entends d'ici le ventre de certains d'entre vous qui gargouillent. Vous notez, grand 1, les 3 repas des Romains. Parce que comme nous, les Romains font 3 repas. Alors vous allez voir que c'est très différent.
Je vous rappelle que les conseils que les nutritionnistes nous donnent aujourd'hui, c'est de faire un très bon petit déjeuner parce que ça nous permet d'être en forme après une nuit de repos. Pour ce qui est de midi, on nous demande de prendre un repas conséquent en prenant bien le temps de manger et on nous conseille de manger un peu moins le soir puisque tout ce qui va être mangé ne sera pas consommé entre guillemets en énergie par le corps puisque derrière on va se coucher. Donc voilà les conseils des nutritionnistes. On va voir si les Romains respectent bien les conseils des nutritionnistes. Alors je sais que vous êtes des petits gourmands et il arrive qu'il n'y ait pas 3 repas, il arrive qu'il y en ait un 4e à l'heure du goûter. Alors venons-en aux Romains. Donc premier repas important chez les Romains, c'est le ientaculum, c'est-à-dire le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner chez les Romains, il se prend entre 6h et 7h environ. Je dis bien environ puisqu'en fait les Romains, contrairement à nous, vivent avec le soleil. C'est-à-dire que lorsque le soleil se lève tôt en été à 5h30, les Romains se lèvent à 5h30, donc ils petit déjeunent à 5h30. En revanche, en hiver, quand le soleil se lève plus tard, eh bien, ils prennent leur petit déjeuner plus tard. Donc c'est une moyenne aux alentours de 6h, entre 6 et 7h. Le petit déjeuner chez les Romains, c'est l'inverse de ce que disent les nutritionnistes aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un petit déjeuner qui est frugal, qui se réduit à très peu de choses. Pour ce qui est des boissons, de l'eau uniquement, oui, forcément, nous buvons quoi ? Nous buvons du café. Le café, ça n'existe pas dans l'Antiquité, Amérique du Sud. Nous buvons du cacao avec du lait. Le lait, ils en ont, mais le cacao, ça vient d'Amérique du Sud. Le thé, pareil, ça n'existe pas chez les Romains. Donc finalement, il ne nous reste que l'eau. Et le lait étant réservé aux enfants. Donc pour le petit déjeuner, pour ce qui est des boissons, une coupe d'eau. Donc vous voyez, c'est très léger. Et pour ce qui est de la nourriture, c'est un peu pareil. C'est pas un vrai repas chez les Romains. Donc en général, ils se limitent à manger un morceau de pain, un morceau de fromage, fromage frais, du fromage blanc par exemple, ou des fruits. Donc c'est quelque chose qui est quand même très limité en matière de petit déjeuner. C'est pas avec ça qu'ils vont tenir la forme jusqu'au prochain repas. Deuxième repas, prandium i neutre, le déjeuner, qui a donné pranzo en italien. Alors ça c'est très intéressant. Les Romains prennent ce repas aux alentours de 11h, 11h30 à peu près, entre 11h et midi. À ce moment-là, ils doivent être faim vu ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Et de façon tout à fait étonnante, c'est un repas qui est un repas léger. C'est-à-dire que nous, c'est censé être le repas principal. Chez eux, c'est un repas pris en général à l'extérieur, ils ne sont pas chez eux, ils ne rentrent pas chez eux pour manger, et ils le prennent à l'extérieur dans ce qu'on appelle les thermopolia. Vous en avez une image à droite, ici, c'est le thermopolium de Pompéi. On en a vu également un à Ostie. Alors ce que vous pouvez voir sur l'image, c'est un comptoir. Qu'est-ce que c'est qu'un thermopolium ? Eh bien c'est un fast-food de l'Antiquité. Vous avez un comptoir en marbre et à l'intérieur, vous voyez des trous, ce sont des jarres. À l'intérieur des jarres, il y avait la nourriture qui était maintenue au chaud. Et un petit peu comme à la manière des kebabs aujourd'hui, eh bien on se présentait au comptoir, on avait un pain creusé et à l'intérieur on mettait de la nourriture. Alors qu'est-ce qu'on mettait ? Ça pouvait être des anchois, des olives, des fèves, ça pouvait être de la viande grillée avec un peu de sauce, etc. Donc c'est l'ancêtre du McDo, c'est l'ancêtre du kebab. Donc dans l'Antiquité, la plupart du temps, à midi, on ne mangeait pas chez soi, on mangeait à l'extérieur, un repas rapide, un fast-food, et ce sont donc les Romains qui ont inventé tout ça. Donc vous imaginez bien qu'après 2 repas comme ça, les Romains n'étaient pas calés. Donc, contrairement à ce que disent les nutritionnistes et tout ce qu'ils nous conseillent aujourd'hui, le repas principal chez les Romains, c'était la cena. Cena est féminin, c'est-à-dire le dîner. Ça a donné la cena en italien, ça a donné cenar en espagnol, qui veut dire dîner, et ça a donné la scène avec un C en français qui désigne le dernier repas du Christ pris avec ses apôtres. Pourquoi ce repas s'appelle comme ça ? Eh bien tout simplement parce qu'il a eu lieu le soir. Cena au moment du dîner. Bref, cette Cena, c'est le repas principal des Romains. Et elle a lieu très tôt, c'est-à-dire aux alentours de 15h30, 16h. Alors vous allez me dire c'est tôt. Oui, le repas est très très souvent pris à l'extérieur. Vous allez voir pourquoi. Soit on invite, soit on est invité, presque tous les soirs. Et les Romains n'aiment pas trop se promener la nuit dans les rues de Rome qui sont de véritables coupe-gorge. Donc en général, ils commencent ce repas tôt, premièrement parce qu'ils n'ont pas vraiment mangé depuis le début de la journée, et deuxièmement parce qu'ils essaient de rentrer assez tôt chez eux avant la tombée complète de la nuit. Donc ils commencent
vers 16h, 17h. C'est le repas principal des Romains, c'est un repas de riches, bien sûr, je vous l'ai dit, et en général, il pouvait durer plusieurs heures, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à nos repas de famille, à nos repas de fête. Sauf que eux, c'est tous les soirs. Mais on va voir ça dans le détail. On note donc, grand 2, la Kena. On va s'intéresser à ce repas en particulier, puisque vous l'avez compris, c'est le seul véritable repas des Romains. Petit 1, à table, point d'interrogation. Alors, le repas de la Kena, je vous l'ai dit, est un repas qu'on prend entre amis. Soit on invite, soit on est invité. On a travaillé sur la maison romaine, vous vous souvenez, et il y a une pièce dont on n'a pas trop parlé, qui s'appelle le triclinium. Vous avez le nom qui s'inscrit à l'écran. C'est le nom de la salle à manger. Elle s'appelle comme ça parce que tri, ça veut dire 3, et klines, ça veut dire incliné, des lits inclinés. Pourquoi? Parce que dans cette pièce, on avait 3 lits de table inclinés pour manger. Oui, les Romains ne mangeaient pas à table, assis, ils mangeaient couchés sur des lits de table. Alors vous avez une reconstitution sur l'image, ça c'est un petit triclinium, un triclinium pour 3 personnes, mais il faut imaginer des grands lits de table, puisque vous voyez sur l'image de gauche la distance de ce triclinium, on peut être jusqu'à 3 personnes par lit, c'est-à-dire qu'on mangeait à 9. Donc vous voyez, ça c'est très particulier, les Romains mangent couchés sur des lits de table, et ils mangent avec les doigts, pas de fourchette évidemment. Donc ça c'est très important, ils mangeaient allongés, ça ne devait pas être très bon pour la digestion. Alors vous allez me dire, mais si on était moins de 9, bon si on était moins de 9, c'est pas grave, on laissait la disposition en U telle quelle. Et vous me dites, mais si on est plus de 9, si on est plus de 9, on montait un deuxième triclinium dans la salle à manger, ce qui faisait qu'on pouvait être plus nombreux. Voilà la façon dont les Romains prennent le repas. Au tout départ, ces repas, Kena, étaient réservés aux hommes. Puis très vite, on s'est rendu compte que quand même, des soirées à parler politique entre amis, c'était assez ennuyeux. Donc on a laissé une place aux femmes. En revanche, les enfants, eux, ne participaient pas à ce genre de repas parce que les propos des adultes n'ont pas à revenir aux oreilles des enfants. Donc vous le voyez bien, il y avait une petite table au milieu qui permettait de poser la nourriture. Et les Romains se servaient ici, ils étaient servis par des esclaves dans ce triclinium. Voilà où et comment se passait le repas de la Kena. Maintenant, nous allons nous intéresser à la façon dont le repas se déroulait. Donc, petit 2, quel service? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces Kena, c'est à la fois autant un repas qu'une véritable démonstration de richesse. Les familles riches rivalisent d'imagination pour essayer de mettre devant leurs convives leur richesse pour les épater. Alors bien sûr, ça va des types de mets qui sont proposés à la disposition, à la décoration. Dans les maisons, c'est le triclinium, la pièce qui est la plus décorée, que ce soit avec des fresques sur les murs ou de jolies mosaïques sur le sol. Il s'agit de montrer à quel point on est riche. Donc c'est pas tellement un repas entre amis où on partage de la convivialité, c'est très souvent avant tout un moyen d'épater les autres. La première chose qu'on peut faire pour épater ses convives, c'est de mettre à disposition un maximum d'esclaves. Pendant le repas, il faut absolument que les esclaves fourmillent de tous côtés pour que le maître soit mis en valeur. Le comble du luxe, par exemple, c'est de pouvoir mettre un esclave à disposition de chaque convive. Alors à quoi ils vont servir ces esclaves? À plusieurs choses. Ils vont faire passer les plats par exemple, ils vont leur servir du vin, ils vont aussi parfois leur chercher une bassine parce qu'il arrive que pendant ces repas on mange trop et qu'on vomisse même pour pouvoir continuer le repas. Je vous ai dit que ça durait plusieurs heures. Ils pouvaient faire passer le rince-doigt, un citronné, puisque je vous rappelle qu'on mange avec les mains, et ils pouvaient même servir de serviettes eux-mêmes. Montrer qu'on a plein d'esclaves et en mettre un à disposition de chaque personne invitée, c'est un gage de richesse. Bien sûr, le cuisinier, qui est aussi un esclave, est le personnage le plus en vue pendant ce repas. Je vous rappelle, ce ne sont pas du tout les femmes dans l'Antiquité qui font la cuisine, ce sont les esclaves, évidemment, dans les familles riches. Les esclaves cuisiniers ont un statut particulier parce qu'ils ont un savoir-faire. En général, ils sont mieux traités que les autres esclaves parce qu'ils ont des connaissances culinaires et ils ont un savoir-faire qui est apprécié. Ils sont souvent achetés très, très cher quand ils ont ce genre de compétences. Ces cuisiniers ont également pour mission d'épater les convives. Alors, épater les convives, ça veut dire faire des associations de saveurs originales, ça veut dire utiliser des épices qu'on n'a jamais mangées, faire manger des choses rares. Par exemple, vous allez trouver ça fou, mais manger de la neige pour les Romains en dessert, en plein été, ou de la glace, c'est-à-dire ce que nous on appellerait plutôt du glaçon, c'est le comble
vraiment du luxe, parce que on n'a pas de congélateur, on n'a pas de réfrigérateur, et si on arrive à se procurer de la glace en plein été, c'est vraiment qu'on a déployé tout un tas d'outils pour essayer de récupérer de la glace. De la même façon, faire manger du flamand rose ou du perroquet qui sont des mets extrêmement rares, ça aussi, ça peut être quelque chose d'important. Le cuisinier est aussi là pour aménager une sorte de scénographie, hein, faire en sorte que le repas aille de surprise en surprise. Par exemple, dans un roman qui s'appelle Le Satyricon, d'un auteur qui s'appelle Pétrone, on nous raconte le repas d'un esclave qui a été affranchi, qui s'est enrichi, qui s'appelle Trimalcion, et il invite des gens à manger, et pendant ce repas, on leur sert un espèce de gros serpent tout gluant qui n'est pas cuit, qui n'est pas appétissant, les gens sont au bord de vomir, et en fait, un cuisinier arrive et ouvre le corps du serpent, et à l'intérieur était cachée la nourriture bonne à manger et des mets succulents. Donc vous voyez, hein, il y a une idée qu'il faut surprendre, qu'il faut faire de la scénographie pendant le repas. Bien sûr, ce poste de cuisinier est un poste enviable, en vue, mais c'est aussi un poste à double tranchant, si je puis dire, puisque si le repas n'est pas à la hauteur, s'il y a des défauts majeurs, le dernier, hein, le cuisinier, peut être battu, voire plus, si jamais il a manqué à sa tâche. Donc un métier quelque peu dangereux. Petit 3, quelle animation? Il n'y a pas que dans Un dîner presque parfait qu'on fait de l'animation. Dans l'Antiquité, les gens riches essaient aussi d'épater leurs convives par l'offre de divertissement qu'ils peuvent mettre à disposition de l'Akhéna. Le repas est souvent accompagné de musiciens, donc vous avez des gens qui viennent jouer de la musique, qui viennent chanter, parfois des poètes qui viennent réciter des vers que tout le monde connaît. Ça peut être également des danseuses, voire des petites pièces de théâtre organisées à l'intérieur. Et vraiment dans les Kénas les plus distingués, on pouvait aller jusqu'à faire des combats de gladiateurs pour ravir les convives. Donc l'objectif, hein, étaler son luxe, étaler sa richesse, montrer à quel point on est original et exceptionnel. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un repas. Le cours théorique sur les repas des Romains est désormais terminé. Vous n'oubliez pas, hein, vous devez prendre tout ça en note, tout ce que j'ai mis dans la vidéo, vous devez en faire des notes. Mais ça n'a pas d'intérêt de faire seulement un cours théorique. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je vais me transformer en Cyril Lignac. Alors je pense pas faire les plats en direct, mais je vous propose de faire de la cuisine romaine. Donc je vais me filmer, je pense, et je vais vous proposer 2 plats, une entrée et un plat. Donc c'est pas une obligation, mais s'il y en a qui le souhaitent, eh bien vous pourrez reproduire ces plats et m'envoyer vos photos et me dire ce que vous avez pensé de ce plat romain. Du coup, je vous ai mis une liste des courses pour la semaine prochaine, avec les proportions à peu près pour 4 personnes. Donc pour l'entrée, des olives noires dénoyautées, parce que sinon on va perdre du temps à enlever les noyaux, du fenouil, de l'ail, un piment doux, j'insiste sur doux, de la menthe, du citron, du vinaigre et de l'huile d'olive. Vous allez voir, une petite entrée des Romains. Pour le plat, des blancs de poulet, des poireaux, du vin blanc sec, des pignons de pain, alors ça je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais des pignons de pain, des œufs, du lait, de la coriandre fraîche, du thym ou de la sarriette, de l'huile d'olive, et attention, ça vous ne trouverez peut-être pas, du gnoc nam. Alors le gnoc nam, c'est un condiment à base de poisson utilisé dans la cuisine asiatique. Les Romains avaient à peu près la même chose, ça s'appelait du garum. Je vous en reparlerai. Si vous n'en avez pas, vous mettrez du sel à la place. Ça aura pas tout à fait, mais presque le même effet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour tester la cuisine des Romains.